Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de me recevoir chez vous. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Jean Bernabé, écrivain martiniquais et spécialiste du créole, est décédé ce matin, mercredi 12 avril. Les artisans bouchers martiniquais continuent de bloquer l'abattoir. Le personnel du centre hospitalier de Trinité a décidé de se mettre en grève à partir d'aujourd'hui, mercredi. À moins de 2 semaines désormais du premier tour des élections présidentielles, nous avons tenté rapidement d'examiner ce que les différents candidats proposent pour les Outre-mer. Vendredi 31 mars et samedi 1er avril, la caravane des auteurs avait donné rendez-vous aux Martiniquais sur l'esplanade du théâtre Aimé Césaire. Nous vous avons parlé récemment du déficit du SISM, cette structure qui gérait l'eau et l'assainissement dans le nord et le sud et que présidait Gilbert Eustache, le maire du Diamant. Ce dernier a expliqué que le déficit de 21 millions observé était dû au fait que de nombreuses subventions n'ont pas encore été versées. Il faut, a-t-il dit, finir les travaux entamés pour espérer récupérer ces subventions. Notons néanmoins que la Chambre régionale des comptes avait observé un certain nombre de dépenses somptuaires de la part des cadres de cette structure. Jean Bernabé est décédé ce matin, mercredi 12 avril. C'était un homme exquis et un intellectuel remarquable. Spécialiste du créole, c'est lui qui introduisit la licence et la maîtrise de créole à l'Université des Antilles et de la Guyane. Au sein de cette université, il fut doyen de la faculté des lettres et sciences humaines. Il participa activement au mouvement littéraire de la créolité, aux côtés notamment de Patrick Chamoiseau. Mais c'est peut-être son activité au sein du GIREC, le groupe de recherche et d'études dans l'espace créole, qui lui donna une véritable dimension internationale. En effet, c'est dans cette structure qu'avec d'autres, il fit des recherches sur le créole et notamment sur la façon de l'écrire. Jean Bernabé est donc parti, il avait 75 ans. KMT présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis de cet homme, répétons-le, exquis, qui toute sa vie sut mettre son énergie au service de son rêve et qui sut mettre son rêve au service de tous les créolophones du monde. De nombreuses personnalités, dont Claude Lise, ont déjà réagi à ce décès pour dire leur émotion. Notons que conformément aux vœux de Jean Bernabé, il n'y aura ni avis d'obsèques, ni hommage public. Il existe en Martinique une société qui s'appelle MNA, Martinique Nutrition Animale. Comme son nom l'indique, elle fabrique des produits alimentaires pour le bétail. Elle emploie 61 salariés et fait vivre environ 100 personnes indirectement. C'est une usine qui ne tourne qu'à moitié de ses capacités. Elle produit 35 000 tonnes alors qu'elle pourrait en produire 70 000. Le personnel est actuellement inquiet car il semble qu'en accord avec la coopérative Madivial, une société basée dans le sud de la France, tente d'investir le marché martiniquais. Le personnel affirme qu'il ne se laissera pas faire. Les artisans bouchers martiniquais continuent de bloquer l'abattoir, ce qui évidemment pose de nombreux problèmes aux utilisateurs de cet équipement, comme par exemple à la SCACOM, spécialisée dans la production des agneaux et des cabris, des produits très prisés à Pâques. Rappelons que les bouchers reprochent à la direction de l'abattoir de leur avoir fait payer depuis 2005 une taxe d'enlèvement des déchets qu'ils n'avaient pas à payer. Ils en demandent le remboursement. La direction de l'abattoir ne l'entend pas de cette oreille. Par ailleurs, les bouchers veulent également mettre sur le tapis d'autres problèmes, notamment leur rapport avec les coopératives qui, selon eux, leur font une concurrence déloyale. Ils ont donc demandé rendez-vous à Alfred Marie-Jeanne, le président de la collectivité territoriale de Martinique, et s'ils bloquent l'abattoir, c'est parce qu'ils n'ont toujours pas obtenu ce rendez-vous.
De toute évidence, boostés par les résultats obtenus par leurs collègues du centre hospitalier universitaire de Martinique à l'issue de leur grève, le personnel du centre hospitalier de Trinité a décidé lui aussi de se mettre en grève à partir d'aujourd'hui, mercredi. Il a fait parvenir à la presse le communiqué suivant. La communauté hospitalière de Trinité constate et s'insurge une fois de plus contre le manque de considération quant à ses conditions de travail. Les conditions d'accueil des patients, le manque de matériel, le non-remplacement des absences, congés annuels, arrêts maladie, etc. Le management répressif et abusif, le chantage permanent, l'inégalité de traitement au regard des primes versées sur certains sites, le non-respect des plannings et la pratique de l'auto-remplacement. Face à cette situation dégradée, le personnel du centre hospitalier de Trinité a décidé de débrayer ce mercredi 12 avril à 8 h en exigence de réponses urgentes pour rétablir les conditions normales et réglementaires de fonctionnement qui nous sont dues. Un préavis de grève a été déposé et prendra effet le mardi 18 avril si des réponses concrètes ne sont pas apportées à nos revendications. Fin de citation. On observera que le personnel a décidé de débrayer aujourd'hui tout en affirmant que le préavis de grève qu'il a prendra effet le mardi 18 avril. Il convient donc de faire la différence, nous avouons avoir du mal à le faire, entre le débrayage et la grève. Rappelons que les professionnels de santé de l'hôpital Pierre Zob d'Akitman ont obtenu la création d'une vingtaine de postes, des infirmiers et des aides-soignants, ce n'est pas rien. On ne sait pas s'il y a un rapport de cause à effet, mais il est vrai que peu de temps avant que François Hollande intervienne personnellement dans le conflit en Guyane, Patrick Caram, président d'honneur du CREFOM et ancien délégué interministériel qui a eu à gérer la crise du LKP en Guadeloupe en 2009, avait écrit ceci, citons-le. Demander solennellement au président de la République, garant de l'unité de la nation, de sortir de son silence incompréhensible comme il l'aurait fait pour n'importe quel territoire de l'Hexagone qui aurait connu une telle mobilisation et de tendre la main à l'ensemble des Guyanais, collectifs citoyens, élus, y compris socialistes, syndicats, patronats, qui réclament depuis plusieurs semaines plus d'État et le retour de la République. Patrick Caram met en garde François Hollande car la crise qui menace d'emporter la Guyane pourrait être une tâche indélébile sur son quinquennat et pourrait ternir de manière dramatique la fin de son mandat du sang des innocentes victimes guyanaises avec un risque de contagion sur d'autres territoires ultramarins, dont Mayotte et la Guadeloupe notamment. Fin de citation. Patrick Caram écrit également « Pour la première fois depuis le début de la crise guyanaise, la force est employée et il faut craindre un engrenage qui va embraser la Guyane. Je dénonce avec la plus grande fermeté l'emploi de la force inutile en l'espèce qui tend un peu plus une situation désormais bloquée. Il ne s'agit pas d'aide d'urgence contrairement à la communication du gouvernement, mais bien de remise à niveau d'infrastructures inexistants ou en mauvais état avec des investissements qui s'étaleront sur au moins 10 ans. Le président de la République est aujourd'hui le seul à pouvoir mettre un terme à une situation qui risque de déraper à tout moment et d'embraser la Guyane en cas de bavure. Sa responsabilité est grande. Il doit se montrer à la hauteur des enjeux au nom des intérêts de la République. Il doit désormais s'exprimer pour porter une parole d'apaisement. Fin de citation. Peu de temps après cette lettre rendue publique, le président Hollande a invité les parlementaires guyanais à le rencontrer. À moins de 2 semaines désormais du premier tour des élections présidentielles, tentons rapidement d'examiner ce que les différents candidats proposent pour les Outre-mer. La proposition qui nous paraît la plus lourde de conséquences est incontestablement celle de Marine Le Pen qui prévoit de supprimer la surrémunération des fonctionnaires. La plupart des candidats soutiennent l'octroi de mer. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen le moduleraient pour privilégier les produits de la France par rapport au reste du monde. Il serait remplacé par la TVA pour certains produits de l'Union européenne par Nicolas Dupont-Aignan afin de faire baisser les prix. Jacques Cheminade supprimerait toute taxe sur les produits locaux. Lui et François Fillon réserveraient une partie des marchés publics aux PME locales.
Ce dernier exonérerait les bas salaires de cotisations sociales et leur accorderait des aides à l'exportation. Jean-Luc Mélenchon nationaliserait les équipements pétroliers, les sucreries et créerait des circuits de distribution publique. Benoît Hamon défend la surrémunération des fonctionnaires que Marine Le Pen entend supprimer. Pour Jean-Luc Mélenchon, la prime de vie chère versée aux salariés les plus modestes d'outre-mer serait étendue aux bénéficiaires des minima sociaux et du minimum vieillesse. Par ailleurs, tout comme Benoît Hamon, il souhaite que l'outre-mer soit à l'avant-garde en matière d'énergie renouvelable. François Fillon promet lui zéro charbon et zéro fioul en 2025. Jacques Cheminade parle de projets de villes flottantes utilisés notamment pour la dépollution des eaux. Emmanuel Macron investirait 1 milliard d'euros et Benoît Hamon 2,5 milliards d'euros en 5 ans dans le développement des infrastructures, notamment de transport. François Fillon durcirait le droit du sol, particulièrement en Guyane et à Mayotte. Nicolas Dupont-Aignan le suspendrait à Mayotte. Marine Le Pen le supprimait sur tout le territoire. La candidate FN suspendrait en outre la délivrance de visas aux ressortissants des Comores, archipel voisin de Mayotte. Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon valoriseraient l'outre-mer dans les programmes d'histoire. Le candidat PS soutenant le projet de mémorial national des victimes de la traite négrière. François Asselineau développerait un programme d'échange scolaire. Emmanuel Macron créerait un Erasmus caribéen. La nouvelle a agité le monde médiatique hier. Une employée dans un collège du Nord était accusée de falsifier un certain nombre de documents pour permettre à des élèves qui n'y avaient pas droit d'obtenir des bourses ou à certains boursiers d'avoir des bourses plus importantes. Il a été dit que ces délits étaient faits au détriment de la caisse d'allocation familiale. Cette dernière a signalé qu'il n'en est rien car depuis 1998, c'est l'Éducation nationale qui est compétente en matière de bourse. À la fin de la semaine dernière, vendredi 31 mars et samedi 1er avril, la caravane des auteurs avait donné rendez-vous aux Martiniquais sur l'esplanade du théâtre Aimé Césaire. Une manifestation qui, devant le succès qu'elle a rencontré, sera sans doute renouvelée. Il s'agissait d'une importante rencontre littéraire, une manière de salon du livre de la Martinique qui a permis aux écrivains de se rencontrer et d'échanger tant entre eux qu'avec leurs lecteurs. Une initiative de Jala, Sabine Andrivon-Milton et Arlette Pujard, 3 femmes. Pas moins de 42 auteurs ont participé à cet événement où était représenté l'ensemble des genres littéraires, du roman à l'ouvrage historique, en passant par les contes pour enfants ou les essais, sans oublier le théâtre. Ce moment de proximité entre créateurs et lecteurs avait bien entendu pour objectif de renforcer, de vulgariser, voire de créer l'amour de la lecture dans un livre, une pratique plutôt mise à mal ces dernières décennies. Et c'est sans doute dommage, car s'il est vrai que la technologie nous invite au mouvement et d'une certaine manière au progrès, l'œuvre littéraire, elle, nous rappelle que le progrès, pour qu'il soit véritablement un progrès, doit impérativement prendre le temps de la réflexion. Tant il est vrai que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. En Guadeloupe aussi, il a été récemment question de livres à l'occasion du 5e congrès dit des écrivains de la Caraïbe, mis en place par Victorin Lurel quand il était président du conseil régional de la Guadeloupe. Cette manifestation s'est caractérisée cette année par l'absence d'écrivains guyanais et martiniquais. Les écrivains guadeloupéens étaient présents, mais il ne semble pas qu'ils aient été étroitement associés à l'organisation de cette manifestation. Une manifestation à qui il est également reproché par certains de ne pas avoir suffisamment fait cas du créole et des écrivains créolophones. Notons que ce congrès des écrivains de la Caraïbe est entièrement financé par la région Guadeloupe à hauteur d'environ 400 000 €. L'année dernière, le président d'honneur en était Daniel Maximin, grand admirateur et spécialiste d'Aimé Césaire. Cette année, il n'y a pas eu de président d'honneur. Les mauvaises langues disent que c'est pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Ce 5e congrès des écrivains de la Caraïbe s'est tenu au Memorial Act et a été ouvert par l'écrivaine Simone Schwarzbart. En Guadeloupe, un couple d'Allemands, 50 ans pour la femme et 60 ans pour l'homme, se sont noyés au large de Déhay. Ils étaient en vacances. Il semble qu'il s'agisse d'un très malheureux accident.
Mardi 4 avril, depuis le restaurant L'Indigo à la Marina du Marin, nous avons assisté à la présentation d'un tout nouveau concept mis au point par Cycline. Une entreprise qui, comme son nom l'indique, en tout cas pour ceux qui pratiquent la langue de Shakespeare, se consacre essentiellement au nettoyage de notre espace marin et des plages de la Martinique. Ce nouveau concept, c'est une véritable poubelle flottante baptisée le Dauphin. On le sait, nos plages sont souvent sales, notamment après les manifestations populaires qui s'y déroulent de plus en plus souvent. Mais il n'y a pas que les plages. Nos eaux littorales ont également tendance à être polluées, cette fois par les plaisanciers qui fréquentent nos stations balnéaires. Et c'est précisément à eux qu'est destinée la poubelle flottante, mise au moins par Cycline. Il s'agit d'une plateforme qui, reposant sur des flotteurs, sert de support à 9 poubelles semblables à celles que l'on trouve aux abords des habitations. L'ensemble de la structure, quoiqu'ayant été conçue en Martinique, est fabriquée dans le Calvados en Normandie. Elle pèse plus de 800 kg et permet aux plaisanciers de jeter leurs ordures sans accoster et qui plus est en respectant le tri sélectif. Malgré quelques difficultés du fait notamment de sa hauteur pour les petites embarcations, le Dauphin devrait progressivement être perfectionné et commercialisé également dans l'Hexagone. Il s'agit en tout cas d'une innovation très utile, tant sur le plan environnemental qu'économique, et redisons-le, elle est martiniquaise. Au début du mois, 7 jeunes Martiniquais ont signé un engagement dans l'armée, un contrat de 5 ans synonyme de départ de la Martinique. Rien ne dit si après ils reviendront dans leur pays. La presse a analysé cet engagement de façon positive en soulignant qu'il traduit un désir d'indépendance et de responsabilité. Rappelons que le discours qui semble le plus pertinent aujourd'hui dans notre pays est de regretter le départ de nos jeunes. La semaine dernière, le 7 avril, une sortie scolaire était organisée sur la presqu'île de la Caravelle à Trinité, dans les Ouines du Château du Buc. Une soixantaine de collégiens des Trois Îlets ont participé à cette journée pédagogique en compagnie d'adolescents venus de la Nouvelle-Orléans en Louisiane. Le Château du Buc, lieu emblématique de notre histoire, n'est pas, vous le savez, un château médiéval tel qu'on peut en trouver dans l'Hexagone, mais plutôt ce qui reste d'une importante habitation sucrière du XVIIIe siècle. Surplombant la baie du Trésor, l'édifice est l'œuvre de la famille normande Dubuc, donc, qui a fait fortune dans la culture du café et de la canne après s'être illustré dans les guerres menées contre les Caraïbes. Au fil des années et avec le déclin de notre prospérité agricole, le château du Buc a été progressivement laissé à l'abandon avant d'être finalement reconnu monument historique en 1992. Les jeunes Américains se sont montrés très satisfaits de cette excursion qui leur a permis de découvrir les différences mais aussi les points communs avec lesquels nos deux régions ont vécu cette période de la colonisation. L'an prochain, ce sera au tour des Martiniquais de se rendre chez leurs homologues louisianais. On notera que les échanges semblent se multiplier ces derniers temps entre la Martinique et l'État américain de la Louisiane, qui fait historiquement partie de la sphère francophone. Nous vous en avons fait part récemment dans une école primaire de Fort-de-France. La situation a pris une tournure réellement inquiétante. Ainsi, à la cantine, le personnel devait remplir sa tâche malgré la nourriture et les chaises lancées à tout va par les élèves. Et au milieu des bagarres, avec parfois un couteau à la main. En Guyane, la population n'en peut plus de la violence et de l'insécurité ambiante. Au Brésil, sur plus de 200 journées d'école, seulement 42 ont pu se dérouler sans qu'on ait à déplorer une attaque à main armée aux alentours, voire à l'intérieur d'un des établissements scolaires publics de l'État de Rio de Janeiro. Récemment, une jeune fille de 13 ans a perdu la vie dans de telles circonstances alors qu'elle suivait un cours d'éducation physique. Mais ces choses-là n'arrivent pas dans les établissements privés où les parents qui en ont les moyens scolarisent leurs enfants. Seulement voilà, au Brésil, les problèmes économiques atteignent les classes moyennes qui se voient désormais contraintes d'inscrire leurs enfants dans les écoles publiques. Elles prennent alors conscience des difficultés quotidiennes auxquelles se heurtent les personnels et les élèves de ces établissements. Depuis, certains de ces nouveaux parents du secteur public se battent aux côtés des enseignants pour faire en sorte que les conditions d'apprentissage et d'hygiène offertes aux élèves soient décentes. Tous donnent beaucoup de leur temps, un peu de leur argent, dans un intérêt désormais commun dont l'enfant est le centre.
Car, c'est une évidence, une société ne peut qu'être déchirée davantage si chacun ne pense qu'à tirer la couverture à soi. Plus d'1 millier de personnes ont répondu à l'invitation de la ville du François pour son marché de Pâques. Elles ont pu réaliser de bonnes affaires tandis que les enfants s'adonnaient à des jeux traditionnels. L'opération était organisée par le service culturel et le service développement économique de la ville. De 15h à 20h, les visiteurs se sont vus proposer, entre autres produits, légumes, fruits, épices, crabes, coqs sur pied ou encore viande de cochon. Sans oublier lambis, marlins et thons fournis par les marins-pêcheurs à des prix défiant toute concurrence. Les stands, abrités sous des chapiteaux, bénéficiaient d'une animation musicale donnant un air de fête à ce prélude des fêtes de Pâques. D'ailleurs, Valérie Gusteau y présentait un atelier de fabrication de ratières et proposait à la vente plus d'1 millier de crabes qui ont tous trouvé preneur. De leur côté, les petits, grâce à l'association Artifête, ont pu écouter des contes et prendre part à une dizaine de jeux traditionnels pour leur plus grand bonheur. La ville du François a donc tout mis en œuvre pour revitaliser le marché couvert et plus largement le centre-bourg. Il s'agissait aussi de rapprocher les producteurs des consommateurs tout en favorisant le développement économique de la ville. Comme celui de la Saint-Valentin, le marché de Pâques a connu un réel succès. Du coup, la municipalité a décidé de proposer des animations aux commerçants et aux vendeuses du marché couvert du François tout au long de l'année. C'est au moment de son départ que la ministre de la Fonction publique préconise l'organisation d'états généraux des services publics, mais c'est sans doute une bonne idée. Dressant un bilan de son action, Annick Girardin a préconisé la programmation d'une négociation annuelle dont le prochain rendez-vous pourrait avoir lieu dès le mois de juin et la tenue tout de suite après l'élection présidentielle d'états généraux des services publics qui permettrait de redéfinir avec les agents et les citoyens les missions et la place des services publics et de la fonction publique dans le pacte républicain. Sans doute, de tels états généraux seraient extrêmement intéressants pour la Martinique et, on imagine, pour l'ensemble des Outre-mer. En effet, à côté de la fonction publique nationale, on a vu se développer une importante fonction publique territoriale qui, désormais, occupe une place plus que significative dans le tissu économique et social des différents territoires. Cette croissance rapide accompagnée de la montée de syndicats extrêmement réactifs, parfois agressifs, n'est peut-être pas suffisamment maîtrisée ni par ces fonctionnaires eux-mêmes et leur hiérarchie, ni par les administrés qu'ils sont censés servir. Si Albioma connaît des difficultés en Martinique et en Guadeloupe, il ne semble pas que ce soit le cas à La Réunion. En effet, le ministère de l'Environnement a lancé un appel à projets pour le développement des énergies photovoltaïques. Et c'est avec l'aide de cette société que Sainte-Suzanne, une ville de La Réunion, a décidé de répondre à cet appel à projets. Le projet d'Albioma envisage de construire du photovoltaïque sur 19 sites, dont le toit de 13 écoles. Le projet est retenu par le gouvernement. Globalement, cela ferait un chiffre d'affaires de 1,275 millions par an pour Albioma. Nous disons bien chiffre d'affaires et pas bénéfice. Et un montant total de loyer annuel de 107 500 € pour la mairie. Mais s'il n'est pas retenu et que donc les financements nationaux n'interviennent pas, Sainte-Suzanne a prévu un plan B moins ambitieux. Chacun des 19 sites serait doté d'une centrale de 100 kW. Albioma investirait alors 2,85 millions d'euros pour construire les 19 centrales, lesquelles rapporteraient chacune 25 000 € de chiffre d'affaires annuel, soit 475 000 € en tout.
avec 47 500 € de loyer annuel pour la mairie. Aucune commune de Martinique n'envisage actuellement de tels projets. Tout de suite, votre savoir et réfléchir. Ce sont les mêmes thèmes qu'en Martinique. Les problèmes dans le système éducatif, le chômage, notamment chez les jeunes, la précarité de l'emploi, l'insécurité, le coût de la vie. C'est de cela dont il a été question récemment en Guadeloupe, lorsque 10 organisations syndicales ont organisé un meeting de soutien à la Guyane qui a connu un certain succès. Plusieurs centaines de personnes, là où les syndicalistes martiniquais n'ont pas pu réunir 50 personnes. Pourtant, le succès de cette manifestation ne laisse pas penser qu'il pourrait se déclencher en Guadeloupe un mouvement comparable à celui de février 2009. D'autant plus que, contrairement à 2009, où il s'agissait essentiellement au départ de lutter contre la vie trop chère, cette fois, tous les leaders syndicaux, et notamment celui du LKP et l'Idomota, ont clairement annoncé la couleur. S'ils se mobilisent, c'est pour obtenir un changement de statut, et d'ores et déjà, ils qualifient de traîtres les élus majeurs, et notamment Harry Chalus, le président du conseil régional. En cela, le mouvement qui pourrait démarrer en Guadeloupe, si jamais il démarrait, ne ressemblerait en rien à celui qui se déroule actuellement en Guyane. D'une part, parce que les Guyanais n'ont jamais mis en avant de façon forte un changement de statut. D'autre part, parce que les élus, et notamment le président de la collectivité territoriale de Guyane, Rodolphe Alexandre, ont été dès le début très étroitement associés au mouvement des 500 frères. D'ailleurs, c'est eux, les élus, qui sont là lorsqu'il faut ratifier les accords qui interviennent. En réalité, tout se passe en Guadeloupe, et concernant notamment Elie Domota, comme si un certain nombre de personnes incapables d'imposer leurs idées et de prendre le pouvoir par le moyen de la démocratie et donc du vote, seraient tentées d'utiliser la force que représenterait une grève très largement suivie et éventuellement des troubles. On ne sait pas si le peuple guadeloupéen est aujourd'hui prêt à se mobiliser massivement avec de tels mots d'ordre qui ont quand même le mérite d'avoir été clairement annoncés. Ce qui est sûr, c'est que ces mots d'ordre-là ne se sont jamais traduits par des bulletins de vote dans les urnes. Sans doute parce qu'il y a bien des pays de par le monde, notamment dans notre zone géographique, qui sont parfaitement indépendants et dont le niveau de vie est loin d'atteindre celui de la Guadeloupe. Il y a également bien des pays indépendants où il y a plus de chômage, plus de délinquants, moins d'écoles, etc. qu'en Guadeloupe. Cela signifie en très clair qu'il ne suffit pas de changer le statut pour évacuer les problèmes ou pour les résoudre. D'autant que, chacun le sait, à peu près tous les pays voisins de la Guadeloupe, comme de la Martinique d'ailleurs, sont extrêmement dépendants des compagnies aériennes ou maritimes qui leur amènent des touristes. Or, il s'agit de multinationales sur lesquelles ces gouvernements n'ont aucun contrôle ni aucun moyen de pression. Ni grève, ni question à l'Assemblée nationale, ni lobbying dans les ministères, ni loi sur l'égalité réelle. Ces pays souverains sont, si on peut dire, à la disposition du bon vouloir de ces multinationales. Les territoires d'outre-mer ne sont pas, nous semble-t-il, à ce point désarmés face au gouvernement français. C'est l'heure de votre rubrique santé. Dans le cadre d'un rapport sur la sécurité des patients, Michel Rivasi, député européen membre de la commission santé et environnement du Parlement, a abordé la question des risques de contamination via les sondes d'échographie endocavitaires. Les infections associées aux soins sont nombreuses. Selon le Parlement européen qui est sur le point de rendre un rapport sur la sécurité des patients, 8 à 12% des patients hospitalisés dans l'Union européenne sont victimes d'événements indésirables liés aux soins qui leur sont prodigués. En France, les sondes d'échographie endovaginale, endorectale ou transœsophagienne représentent une source de contamination qui pourrait être réduite. En effet, alors que les États-Unis, le Canada, l'Australie, l'Allemagne, l'Espagne, la Turquie ou encore la Suisse recommandent une décontamination de niveau élevé des sondes échographiques,
la France se contente d'une procédure de décontamination de niveau bas. Or, selon une étude qui sera publiée en juin, cette procédure est insuffisante. Plus de 30 000 hommes et femmes sont susceptibles de développer une infection à la suite d'une contamination contractée avec une sonde mal désinfectée. Ainsi, chaque année en France, toujours selon cette étude, 60 cas de VIH, 1620 cas d'hépatite B, 230 cas d'hépatite C, 14 840 cas de papillomavirus et 4 280 cas de chlamydia pourraient être attribuables à des sondes mal désinfectées. Michel Rivasi interpelle le ministère de la Santé pour que le niveau de décontamination des sondes échographiques atteigne celui des autres pays développés. Il est l'heure pour nous de nous quitter. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Ce journal a été préparé avec la participation de Pierre Hérivitz, Alain Jean-Paul, Jordan Adélaïde, Mylène Janot, Raphaël Dufour, Frédéric Titus, Getty Galva, Marilyn Etilé, Roland Laouché. Il sera rediffusé ce soir à 22h35, demain à 6h25 en multidiffusion sur OM5 TV, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France. Vous pouvez revoir votre journal sur notre site kmttélévision.fr. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis à demain. Que Dieu garde la Martinique.